Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Suzy Leprêtre, elle est fondatrice de Moto. Comment tu vas, Suzy ? Hello Romain, hello tout le monde. Écoute, très bien, très contente d'être là avec vous. Super, écoute, on va passer un bon moment. Et puis comme tu sais, voilà, on va dire la tradition dans le podcast, c'est qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors j'enchaîne tout de suite avec la première question. Est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours professionnel ? Ouais, bien sûr. Alors moi, j'ai plutôt un background de communication de base. Donc j'ai pas mal évolué dans l'univers de la photographie, de l'image, communication plutôt. Et en 2016, j'ai intégré un concept store qui, on va dire, est pionnier dans la mode vintage en France, à Paris, en tant que responsable communication, et j'ai fait pas mal de ventes aussi dans ce concept store. Donc c'est un peu de là où tout est parti, moto. Ok, Voilà. super, merci pour l'intro. Alors effectivement, plutôt un début, on va dire, dans le domaine artistique et de la mode. Est-ce que c'est lors de ton passage dans ce concept store que tu as rencontré le Web3, que tu en as entendu parler, ou c'est à un autre moment ? Ouais, alors en fait, si tu veux, cette expérience-là, j'ai eu un énorme déclic. Avant le Web3, il y a déjà d'abord eu le déclic vêtements vintage et mode vintage, parce que c'est vraiment là-bas où j'ai commencé, tu vois, enfin j'ai eu une grosse connaissance du produit. Je me suis un peu prise de passion pour tout cet univers vintage, tout ce qui est savoir-faire, la durabilité, enfin voilà. Et en fait, à l'issue de cette expérience-là, j'ai tout de suite enchaîné sur des expériences, mes premières expériences entrepreneuriales, toujours dans la mode vintage, pas encore de Web3, mais donc l'idée c'était en fait de chiner, tu vois, un peu partout en Europe, des vêtements vintage et de mettre en avant le lien historique et culturel du vêtement à travers un e-shop en fait, mais pas encore de Web3. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous définir peut-être rapidement ce que tu mets derrière la mode vintage, et puis peut-être aussi du coup les difficultés auxquelles tu étais confronté, peut-être pour Ouais, bien voilà, sûr. identifier, tracer, on va dire, l'origine de tous ces articles. Ouais, totalement. Donc en fait, le vêtement vintage, on va dire que ce sont globalement des pièces uniques, très très rares, qui sont datées. Alors, qui dit rare et daté ne rime pas forcément avec prix, hein. C'est pas forcément des prix de luxe ou complètement démentiels, mais en revanche, on est vraiment sur un savoir-faire incroyable qu'on retrouve plus parce que c'est des savoir-faire qu'on faisait avant et qu'aujourd'hui sont en train de disparaître. Ça peut être des pièces très originales et très créatives, voilà, donc beaucoup, enfin très recherchées sur le style stylistique. Et donc en fait, si tu veux, quand donc j'ai lancé une marque qui s'appelait Prologue à l'époque, qui marchait très bien. C'était mon premier e-shop. Et en fait, c'est là où j'ai un petit peu eu un déclic, et je crois que la jeunesse de Moto, elle est arrivée à ce moment-là. Quand tu vends des vêtements vintage comme ça, enfin très bien curatés, de qualité en ligne, les marketplaces ne sont pas elles sont assez limitées, on va dire, en termes de structure. Ça reste en fait une vente d'un produit, voilà, et tu as une transaction financière et ça s'arrête là. Et je voulais aller un petit peu plus loin en fait dans le vêtement, dans la démarche, aller au-delà d'un simple e-shop, parce que justement le vêtement vintage, il y a énormément d'informations à savoir pour connaître sa valeur, donc notamment la traçabilité qui manque cruellement aujourd'hui. Ouais, effectivement, ouais, voilà, pour parler, je pense, du plus connu, Vinted, on imagine que c'est un marché de masse et voilà, difficile ouais, d'identifier, de tracer des choses de valeur dessus. Alors, effectivement, tu as déjà anticipé ma question suivante, qui était voilà, la jeunesse de Moto, mais peut-être que tu peux nous détailler un petit peu plus voilà, comment ça s'est passé et nous dire en quoi finalement tu t'es intéressé au Web3 et
et aux Bien sûr. fonctionnalités qu'offre la blockchain pour lancer ton projet? Bah, alors moi déjà, en fait, il y a 2 profils. Le premier profil, c'était le profil vendeur, donc vendre en ligne de la mode vintage. C'était, enfin, les premiers obstacles que j'ai eus. En fait, tu passes énormément de temps à chercher ces pièces-là parce que bah, il faut les sourcer, c'est des pièces uniques, ça peut prendre une semaine comme des mois, comme des années. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est des méthodes de travail qui sont complètement différentes de la mode neuve, on va dire. Et en plus de ce temps-là de recherche, tu as également le temps de recherche des informations, parce que quand tu trouves un vêtement vintage, bah, dans les 3 quarts du temps, tu vas avoir ok, tu sais la matière, bon, mais il te manque la chronologie, il te manque le contexte, on va dire, historique ou culturel, et qui sont hyper importants pour mettre une valeur, en fait, sur ce vêtement-là. Donc moi, mes premiers freins, c'était ça. C'était qu'en fait, tu passes un temps dingue en amont, et en fait, tu te retrouves face à des acheteurs qui, c'est tout à fait normal, n'ont pas la culture du vêtement, parce que les structures aujourd'hui sur les marketplaces sont pas adaptées. Bah, tu te retrouves face à des acheteurs qui vont négocier énormément. Donc tu peux avoir des négociations au quotidien où tu vas mettre un vêtement à 100 euros et on te le négocie 15 euros, quoi. Donc ça, c'était vraiment enfin, c'est la grosse problématique que rencontrent aujourd'hui les revendeurs de vêtements vintage. Et le deuxième profil, c'est le profil de l'acheteur en ligne qui, en fait, n'a pas de garantie à 100% de l'authenticité du vêtement. Il y a un manque d'informations sur les vêtements vintage qui circulent aujourd'hui. Et en fait, c'est juste hyper important de savoir ce que tu possèdes et de savoir ce que tu veux vendre. Donc, tout est parti de là un peu. OK, hyper intéressant. Alors je crois que votre, plateforme elle est toujours en cours de développement, mais alors forcément ça va répondre à ce que tu viens de nous dire, parce que tu nous as parlé des points de douleur à la fois côté acheteur et côté vendeur. Et du coup, voilà, comment vous allez, y répondre, et quelles vont être les principales features, que va proposer votre plateforme Moto? Alors l'idée, c'est donc Moto, c'est une plateforme, c'est un peu une plateforme hybride, dans le sens où, tu sais, on parle pas mal des marketplaces, un peu des plateformes produits-services. Moto, c'est un peu ça, dans le sens où, idéalement, on aimerait bien à la fois que ce soit une plateforme d'interaction, d'échange, entre passionnés de vêtements vintage, et on n'exclut pas du tout, hein, au contraire, tout le reste du monde est le bienvenu. Mais en tout cas, voilà, déjà dans un premier temps, connecter des professionnels et des particuliers autour d'une même passion, parce que c'est eux justement qui vont toute la valeur la plus importante, qui c'est la data, en fait, tu vois? Toutes ces informations dont on a besoin. Donc à la fois tu peux acheter, tu peux collectionner. Ça, c'est vraiment le point important que j'ai envie de mettre en place sur Moto. C'est l'aspect archivage et donc collection. Parce que si tu veux aussi, il y a une problématique aujourd'hui, c'est que ton temps de ta fiche produit, que tu sois acheteur ou vendeur, en fait, quand une pièce se vend aujourd'hui, bon, personne ne pense à copier-coller la fiche produit, sauf les plus assidus. Et donc l'idée, c'est vraiment que, en fait, c'est comme si cette fiche produit, si tu veux, restait archivée au sein de Moto ad vitam aeternam, donc bien sûr grâce à la blockchain, et pourquoi pas qu'elle soit évolutive avec le temps. Donc tu as cette dimension commerce avec la marketplace, la dimension archivage collection, et puis l'indexation qui va être très importante, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé là ces 2 dernières années. Alors si on parle un peu de tech maintenant, l'idée c'est pas d'aller trop dans le détail, mais je crois que vous avez choisi la blockchain Tezos, et en fait, donc quand on achète, par exemple un article vintage, sur votre plateforme, on a un NFT qui vient garantir justement, la traçabilité, et qui fait en sorte le certificat on va dire d'authenticité de la marchandise, c'est ça? Ouais, exactement. Le processus, c'est l'authentification, avec une génération, tu vois, d'un certificat, on va dire universel, puis l'archivage, et une fois que les 2 sont là, on peut commencer à parler de traçabilité. Aujourd'hui, vous en êtes où en termes de roadmap? Voilà, c'est quoi vos prochains jalons clés de développement, et quand est-ce qu'on pourra, trader des premiers articles sur Moto? Ah ouais, j'ai trop hâte. Écoute, là déjà, alors bonne nouvelle, la semaine dernière, donc Moto a remporté le prix de l'entrepreneuriat de l'Institut français de la mode. Donc ça, c'est génial, parce que donc on était incubé là-bas là, cette année. Donc c'est une très belle récompense. Ça appuie le concept, et ça valide
le projet moto. Là, on est rentré à la rentrée, on a fait notre rentrée chez Cube3, notre super accélérateur basé à Angers. Et on est également chez Eura Technologies à Lille. Là, l'idée, c'est de développer le MVP, commencer à le faire tester et en fait, très rapidement par la suite, commercialiser la V1 qui... Je pense que le MVP, tu vois, sera pas très différent de la V1, la version 1. Donc voilà les grandes dates. Ok, bah merci beaucoup. Félicitations aussi pour le prix. Effectivement, je vois que tu es bien entouré avec plusieurs incubateurs, donc ça doit quand même fortement aider dans le développement du projet. Toi, voilà, qui a déjà plusieurs expériences entrepreneuriales, dont une dans le Web3, si tu avais un ou deux conseils à donner à un autre entrepreneur Web3 qui est sur le point de lancer son projet, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que c'est des conseils qui sont assez généraux. Le premier, je pense que c'est vraiment jauger le flux d'informations. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que tu es bombardé au quotidien d'informations diverses, de conseils, d'idées. Voilà, choisis cette direction, fais ci comme ça, fais ça, voilà. Et en fait, tu peux très vite perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à traiter l'information, à essayer de la mettre en place dans ton projet et en fait ça fit pas du tout et bon bah t'as perdu du temps et c'est fatigant. Je pense que ça vient avec le temps, mais ça c'est vraiment faire attention à ça, pas perdre de temps sur pas boire tout ce qu'on te donne. Et la deuxième, bah clairement être accompagné, ça c'est, je pense que les deux sont au même niveau. Bien s'entourer, être accompagné et être dans les écosystèmes ciblés, mais ne jamais rester seul. Ça, c'est vraiment, je pense que seul, tu vas pas très loin et tu fais pas grand-chose. Ouais, effectivement, merci pour les conseils. Comme on dit, tout seul, on va plus vite. Voilà, à plusieurs, on va plus loin. Il y a une donnée que je t'ai pas demandé qui est quand même importante. C'est sur le marché, tu vois, on va dire du vintage. Peut-être dans le marché global de la mode, ça représente quel pourcentage? Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur le marché global que ça représente? Ouais, bien sûr. Alors là, à l'état actuel des choses, le marché de la mode vintage, il est estimé à peu près à 35 milliards d'euros, je crois. Et en fait, il a un taux de croissance qui est juste énorme. Je crois que c'est 15 ou par an, 15%. Peut-être que les chiffres ont changé depuis, mais en tout cas, c'est très exponentiel. Et puis, il y a des chiffres aussi qui sont quand même très, très importants. C'est ceux de la contrefaçon. Là, il y a encore un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans Ouest France. Enfin, les chiffres étaient déments. Je crois que c'était 55% des acheteurs en ligne sont quand même victimes de fraude ou de contrefaçon. Et 23% qui ont été victimes plusieurs fois de fraude. Et je pense que tu vois, c'est aussi une des grosses, des problématiques majeures sur le e-commerce aujourd'hui. Et c'est là aussi où Moto va répondre grâce à l'authentification et la traçabilité. Yes, bien sûr, hein, j'imagine que ouais, que c'est un gros pain point et en tout cas, voilà, j'espère que demain vous serez la référence pour aider à y répondre. On le sera. Ce que super, super. Donc je me souviens plus, mais si tu nous as donné une date, mais c'est quoi grosso modo le lancement prévisionnel de la plateforme? Pour le moment, on n'a pas de date fixe prévue, donc je vais pas m'avancer. Mais en tout cas, ça devrait pas tarder. Je pense d'ici quelques mois, tu vois, on aura une bonne version 1 et on aura notre première communauté et voilà. Alors, je suis curieux aussi de savoir, voilà, c'est toujours on va dire le point un peu crucial, c'est attirer les premiers utilisateurs sur sa plateforme. Alors toi, en plus, t'es dans l'intermédiation, c'est-à-dire que tu as des acheteurs, tu as des vendeurs. C'est quoi ta stratégie pour attirer justement les premiers acheteurs et les premiers vendeurs sur la plateforme? Ouais, c'est une très bonne question parce que je crois que c'est la question qu'on a tous concernant justement ce fameux MVP et comment démarrer en fait sans tout de suite, tu vois, dépenser des fortunes, mais pour tester hyper rapidement ton produit. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans toutes les fonctionnalités de moto, on a extrait une ou deux fonctionnalités, les premières en fait, qui du coup vont faire office de go-to-market. Et en fait, ces premières fonctionnalités, elles sont vraiment, je pourrais t'en parler plus tard, mais elles concernent vraiment le besoin direct du collectionneur ou de l'acheteur
pour qu'il trouve tout de suite un vêtement. Et c'est pas l'acheteur qui va chercher sur plein de boutiques différentes un produit ou qui va juste se balader. Et du coup, ça, en fait, là, en termes de développement, ça simplifie tout. On n'est pas forcément sur une marketplace où il faut que ça tourne tout de suite énormément. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, c'est très cohérent et tu as une vraie demande. Et c'est pas coûteux. Voilà. Yes, bien sûr. Bah écoute, merci des précisions, c'est plus clair. Alors ce que je te propose, c'est qu'on on aille sur une dernière question un peu plus d'avenir, de perspective. Si tu avais une feuille blanche, un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal à horizon de 10 ans, à quoi il ressemblerait? 10 ans, je ne sais pas. En tout cas, je l'espère très collaboratif. Je suis bien sûr safe concernant la souveraineté. Moi, je crois beaucoup en la contribution collective. Moi, je prends l'exemple de la blockchain. Et c'était un peu l'état d'esprit de départ de cette techno. Et le côté, on construit ensemble autour d'intérêts communs, je trouve que c'est tellement efficace, cohérent et je pense qu'on en a beaucoup besoin aujourd'hui. Et puis sinon, bien sûr, la souveraineté, garder une souveraineté concernant tes données, garder le lead sur ce que tu possèdes, sur ce que tu es, enfin. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux points très importants. Ouais. Ça marche. Bah écoute, en tout cas, c'est des valeurs clés de, on va dire, de la blockchain. Donc j'y souscris aussi totalement. Écoute, il me reste à te remercier de ta participation à cet épisode. J'étais hyper content qu'on l'enregistre ensemble. Je trouve que ton projet, il apporte vraiment la réponse à des problèmes concrets. Et donc j'espère que il rencontrera tout le succès qu'il mérite. Merci beaucoup encore. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite et je te laisse le mot de la fin si tu veux conclure et dire un petit mot aux auditeurs. Ouais, merci beaucoup Romain pour ton accueil. Merci à tous. Et puis, écoutez, si vous voulez suivre les aventures de Moto et faire partie des premiers bêta-testeurs, avec grand plaisir, vous pouvez de toute façon nous contacter sur, on est présent sur LinkedIn, la page Moto, MO2TO. Et puis, vous avez un site qui est indiqué, c'est une landing page, moto.paris.universe. Donc, tout est marqué sur LinkedIn. On est aussi sur Instagram, Moto Paris. Et voilà, avec grand plaisir, on sera là et on sera à l'écoute. Excellent, on mettra tous les liens de contact dans le descriptif de l'épisode. Et puis, écoute, je te souhaite une excellente journée, Suzy. Je te dis à très bientôt. Salut. Merci Romain, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.